Après la réunion de famille, ma fille m'a tendu une enveloppe en me disant que j'étais bien trop naïve pour comprendre ce qu'ils avaient manigancé avec ma maison. Mais cela faisait des semaines que j'attendais précisément ce moment. Et quand je lui ai montré mon téléphone avec toutes les preuves que j'avais rassemblées, elle s'est évanouie sur le champ. Tout a commencé il y a 6 mois, quand ma vie était complètement différente. Je m'appelle Louise, j'ai 72 ans, et jusqu'à récemment, je pensais avoir la famille parfaite. Chaque matin, je me levais à 6 heures précises. Je préparais mon café au lait dans la cuisine de la maison, que j'avais construite avec mon défunt mari il y a 40 ans. Cette maison à 2 étages, avec son jardin rempli de roses rouges et son porche où je m'asseyais tous les après-midi, était mon sanctuaire. J'avais remboursé le prêt avec tant de sacrifices, travaillant comme couturière pendant des décennies, économisant chaque centime. Après la mort de mon mari il y a 5 ans, cette maison est devenue tout ce qui me restait de notre vie commune. Je vivais tranquillement avec ma routine bien établie. Le lundi, je faisais la lessive, le mardi, les courses au marché du quartier. Le mercredi, je rendais visite à ma voisine Estelle pour prendre le thé et discuter des derniers feuilletons télévisés. Les week-ends, j'attendais avec impatience la visite de ma fille Rebecca, de son mari Mathieu et de mes 2 jeunes petits-enfants. Rebecca avait toujours été ma fierté. À 45 ans, c'était une femme qui avait réussi. Elle travaillait dans une agence immobilière et vivait dans une belle maison d'un quartier résidentiel. Mathieu, son mari, était ingénieur et semblait être un homme bon. Toujours poli avec moi, me demandant toujours si j'avais besoin de quelque chose. Quand ils arrivaient le dimanche, ils apportaient des fleurs pour décorer la table de la salle à manger, et Rebecca m'aidait à préparer le déjeuner familial. « Maman, ça sent délicieusement bon », me disait-elle, en remuant la cocotte du poulet rôti que je préparais spécialement pour eux. Les enfants couraient dans toute la maison, la remplissant de rires et de cris de joie. À ces moments-là, je me sentais la grand-mère la plus heureuse du monde. Mathieu jouait au football avec les petits dans le jardin, pendant que Rebecca et moi finissions de cuisiner et nous mettions à jour sur les dernières potins de la famille. Mais quelque chose a commencé à changer subtilement. D'abord, ce furent de petits commentaires presque imperceptibles. « Maman, cette maison est très grande pour toi toute seule, » disait Rebecca en nettoyant la table après le déjeuner. « Tu ne te sens pas seule ici ? Tu n'as pas peur de dormir seule dans une si grande maison ?» Au début, j'ai pensé que c'était une des inquiétudes normales d'une fille qui se soucie de sa mère âgée. Mathieu a également commencé à faire des observations. « Louise, les escaliers sont très raides. Si tu tombais une nuit, personne ne s'en rendrait compte avant des jours. » Ces paroles semblaient pleines d'une préoccupation sincère, mais quelque chose dans son ton me mettait mal à l'aise. C'était comme s'il semait le doute dans mon esprit sur ma propre capacité à prendre soin de moi. Les visites du dimanche sont devenues différentes. Ils ne venaient plus seulement pour déjeuner et passer du temps en famille. Maintenant, Rebecca inspectait chaque recoin de la maison, signalant des choses qui nécessitaient prétendument des réparations. « Regarde ce mur, maman, il y a de l'humidité, et cette fenêtre ne ferme pas bien. Cette maison a besoin de beaucoup de réparations qui vont coûter une fortune. » Un dimanche, alors que je préparais le café après le déjeuner, j'ai entendu Rebecca et Mathieu parler à voix basse dans le salon. Je n'ai pas pu tout comprendre, mais j'ai saisi des bribes. Trop grande pour elle. Ne pourra pas l'entretenir. Ce serait le mieux. Quand je suis entrée avec le plateau de café, ils se sont tus immédiatement et m'ont souri comme si de rien n'était. C'est alors que le sentiment que quelque chose n'allait pas a commencé à s'infiltrer. Mon instinct de mère, développé pendant des décennies, me disait qu'il y avait autre chose derrière toute cette préoccupation soudaine pour mon bien-être et ma maison. Les semaines suivantes ont confirmé mes soupçons. Rebecca a commencé à me rendre visite en semaine, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle arrivait sans me prévenir, toujours avec une excuse. « Je passais par ici après le travail et j'ai voulu te dire bonjour, » disait-elle. Mais je remarquais comment ses yeux parcouraient chaque pièce comme si elle évaluait quelque chose. Un mardi après-midi, alors que nous prenions le thé dans la cuisine, Rebecca a sorti des brochures de son sac. « Maman, regarde ça. Ce sont des résidences pour seniors. Ce ne sont pas des maisons de retraite. Ce sont des endroits très agréables
où les gens de ton âge vivent tranquillement, sans souci. Les brochures montraient des bâtiments modernes avec des jardins parfaits et des personnes âgées souriantes participant à des activités de groupe. « Pourquoi me montres-tu cela, ma fille ?» lui ai-je demandé, sentant un nœud dans mon estomac. « Juste pour que tu saches que des options existent, maman. Des endroits où tu n'aurais pas à te soucier d'entretenir une si grande maison, où tu aurais de la compagnie tout le temps, des activités, des soins médicaux. » Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose de calculé dans sa façon de parler. « Je vais bien ici, Rebecca. C'est ma maison. »« Je sais, maman, mais pense-y. Et si tu tombes malade? Et s'il te faut de l'aide et qu'il n'y a personne à proximité ?» Ces questions se plantaient comme des poignards dans mes insécurités les plus profondes. Mathieu a commencé à l'accompagner lors de ses visites surprises, toujours poli, toujours souriant. Mais maintenant, il venait avec une tablette et prenait des photos de différentes parties de la maison. « C'est pour l'assurance, Louise. Mathieu met à jour ma police d'assurance et il a besoin de documenter l'état de la propriété, » expliquait Rebecca quand je demandais pourquoi il photographiait autant. Un après-midi, alors que Mathieu prenait des photos du jardin, Rebecca s'est assise avec moi dans le salon. « Maman, j'ai beaucoup pensé à ta situation. Cette maison vaut beaucoup d'argent maintenant. Avec ce que tu pourrais obtenir de la vente, tu aurais assez pour vivre confortablement dans une belle résidence et il te resterait environ 100 000 € pour les urgences. » Vendre ma maison. Les mots se sont sortis comme un murmure étouffé. C'est juste une idée, maman. Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant, mais pense-y. Tu pourrais vivre sans souci pour le reste de ta vie. Rebecca a pris mes mains dans les siennes, mais son contact me semblait froid, calculé. « Cette maison a trop de souvenirs de papa pour que je la vende, » lui ai-je dit, sentant les larmes monter. « Maman, papa n'est plus là. Il voudrait que tu sois heureuse et en sécurité. Pas que tu t'accroches à une maison qui se dégrade et que tu ne peux pas entretenir. » Ces mots m'ont profondément blessée. Comment pouvait-elle parler ainsi de la maison où son père et moi avions été si heureux, où elle avait grandi, où elle avait fait ses premiers pas, où nous avions célébré ses anniversaires et ses diplômes. Les dimanches en famille sont devenus des séances de pression déguisées en inquiétude. Rebecca arrivait avec de nouvelles brochures de résidence, de nouveaux arguments sur les raisons pour lesquelles je devrais vendre. Mathieu hochait la tête à tout ce qu'elle disait, ajoutant des commentaires sur la logique financière de la décision. « Regarde, Louise, » disait Mathieu en déployant des papiers sur la table de la salle à manger. « J'ai fait quelques calculs. L'entretien de cette maison te coûte environ X € par mois entre les charges, les réparations et les impôts. Dans une résidence, tu paierais 800 € et tout serait inclus. Les enfants ne couraient plus dans la maison avec la même joie. On aurait dit qu'ils avaient reçu des instructions pour se comporter différemment. Ils ne touchaient plus à rien. Ils ne demandaient plus que je leur prépare des biscuits dans la cuisine. Ils ne se blottissaient plus contre moi sur le canapé pour regarder des dessins animés. C'était comme si Rebecca leur avait dit que grand-mère était trop vieille et fragile pour jouer. Un dimanche après le déjeuner, Rebecca a annoncé qu'elle avait pris rendez-vous pour que nous visitions une résidence. « Juste pour que tu vois comme c'est joli, maman. Tu ne t'engages à rien. » Son insistance était étouffante, mais j'ai accepté, espérant qu'en voyant que cela ne m'intéressait pas, il me laisserait enfin tranquille. La résidence était en effet jolie. De larges couloirs, des chambres confortables, des salles à manger élégantes. Mais pendant que la directrice nous montrait les installations, je ne pouvais penser qu'à mon jardin de roses, à ma cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, à la chambre où j'avais dormi aux côtés de mon mari pendant des décennies. « Qu'en as-tu pensé, maman ?» a demandé Rebecca dans la voiture au retour. « C'est bien, mais je préfère ma maison. »« Mais pense-y, maman. Ici, tu aurais des infirmières 24h/24, des activités programmées. Tu n'aurais ni à cuisiner, ni à nettoyer. »« Je veux cuisiner, Rebecca. Je veux m'occuper de mes roses. Je veux vivre dans ma maison. » La frustration sur son visage était évidente. Pendant le reste du trajet, elle m'a à peine parlé.
Mathieu ne disait rien non plus, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. C'était comme si mon refus de considérer sérieusement la vente de ma maison les avait profondément contrariés. Ce soir-là, seule dans ma maison, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment seule et vulnérable. Ma propre fille me pressait d'abandonner tout ce que j'aimais, et je commençais à douter de ma propre capacité à prendre des décisions. Étais-je égoïste de vouloir rester dans ma maison ? Étais-je vraiment trop vieille pour m'occuper de moi-même ? Le lendemain, ma voisine Estelle est venue me rendre visite comme elle le faisait toujours le lundi. Estelle avait 74 ans et vivait seule depuis son veuvage il y a 8 ans. Elle avait toujours été une femme forte et indépendante, et j'admirais son énergie et sa détermination. « Tu as l'air soucieuse, Louise. Qu'est-ce qui se passe ?» m'a-t-elle demandé pendant que je préparais le thé pour nous deux. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avec Rebecca et Mathieu, leur pression constante, les visites à la résidence, leurs arguments sur mon incapacité à entretenir la maison. Estelle m'a écoutée en silence, hochant la tête de temps en temps, mais son expression s'est assombrie à mesure que je parlais. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse sur la table et m'a regardée droit dans les yeux. « Louise, j'ai déjà vu ce genre de situation. Ce que tu me racontes ne ressemble pas à l'inquiétude sincère d'une fille pour sa mère. Ça ressemble à autre chose. » Ces mots m'ont surprise. « Que veux-tu dire ? Réfléchis bien. Rebecca traverse-t-elle des problèmes financiers ? Mathieu a-t-il eu des problèmes au travail ? Ont-ils mentionné avoir besoin d'argent ? » J'ai réfléchi à ces questions. Maintenant que j'y pensais, Rebecca avait mentionné en passant que Mathieu avait eu quelques projets annulés l'année dernière. Je me suis aussi souvenu qu'ils avaient acheté une nouvelle voiture très chère il y a quelques mois. Mais quel était le rapport avec ma maison ? « Louise, ta maison vaut beaucoup d'argent. S'il t'arrivait quelque chose, Rebecca en hériterait de toute façon. Mais si tu la vends maintenant, qui contrôlerait cet argent ?» Les mots d'Estelle m'ont fait l'effet d'une douche froide. Les paroles d'Estelle ont résonné dans mon esprit pendant des jours. Était-il possible que ma propre fille me manipule pour mettre la main sur la valeur de ma maison ? L'idée me paraissait si terrible que j'ai essayé de l'écarter, mais les événements des semaines suivantes m'ont forcé à affronter une réalité que je ne voulais pas accepter. Rebecca a intensifié ses visites. Elle venait maintenant presque tous les jours, toujours avec de nouvelles raisons pour lesquelles je devrais vendre la maison. « Maman, j'ai parlé à un agent immobilier. Il dit que ta maison pourrait se vendre pour 350 000 €, peut-être plus. » Ses yeux brillaient quand elle mentionnait le chiffre, comme si elle pouvait voir l'argent devant elle. Ce qui me faisait le plus mal, c'était la façon dont elle avait commencé à me traiter. Ce n'était plus la fille affectueuse qui m'embrassait en arrivant. Maintenant, elle me parlait comme si j'étais une enfant incapable de prendre des décisions. « Maman, tu as laissé la cuisinière allumée hier quand je suis passée te voir, » m'a-t-elle dit un mercredi, alors que je savais parfaitement que j'avais tout éteint avant de sortir au jardin. Je n'ai rien laissé allumer, Rebecca. « Maman, tu dois accepter que ta mémoire n'est plus la même. C'est normal à ton âge, mais c'est dangereux de vivre seule. » Son ton était condescendant, comme si elle parlait à une personne atteinte de démence. Mathieu s'est joint à ce jeu cruel. Pendant les dîners du dimanche, il me posait des questions pièges pour me faire sentir confuse. « Louise, tu te souviens quel jour on est ? » ?»« C'est dimanche, Mathieu. »« Femme Kiong, tu es sûre ? Parce que hier tu m'as dit que c'était lundi. » Je savais que je n'avais jamais dit ça, mais ils insistaient, me faisant douter de ma propre santé mentale. Ils ont commencé à arriver, sans prévenir à différentes heures, disant qu'ils venaient vérifier que tout allait bien. Un jour, Rebecca est arrivée à 7 heures du matin. « Maman, j'étais inquiète parce que tu n'as pas répondu au téléphone hier soir à 22 heures. »« Rebecca, je me couche à 21 heures. Je ne réponds jamais au téléphone après 7 heures. »« Tu vois, maman, c'est un autre signe que tu as besoin d'être dans un endroit où quelqu'un peut s'occuper de toi 24 heures, 24. » La pression psychologique était constante. Il me faisait sentir comme un fardeau, comme un problème qui devait être résolu.
Maman, et si tu tombes dans la douche? Et si tu as un problème cardiaque au milieu de la nuit? Nous habitons à 30 minutes d'ici. Le temps qu'on arrive, il pourrait être trop tard. Leurs scénarios catastrophiques se gravaient dans mon esprit. La nuit, en prenant ma douche, je pensais à la possibilité de glisser. En montant les escaliers, je me cramponnais plus fort à la rampe, imaginant une chute. Ils réussissaient ce qu'ils voulaient, me faire douter de ma propre capacité à vivre de manière indépendante. La situation a empiré quand ils ont commencé à faire venir des experts pour évaluer ma maison. Un lundi, un inspecteur d'assurance que Rebecca avait engagé sans me consulter est arrivé. C'est juste une évaluation de routine. Maman. L'homme a parcouru toute la maison, prenant des notes sur chaque petit défaut. Madame, ces escaliers ont besoin de rampes supplémentaires. Cette fenêtre du 2e étage représente un risque pour la sécurité. Le système électrique est très ancien. Son rapport semblait conçu pour faire de ma maison un piège mortel. Un mercredi, un spécialiste de la sécurité pour personnes âgées et assagées que Mathieu avait trouvé est arrivé. Louise, cette maison a trop de zones où vous pourriez avoir un accident. Les salles de bain ont besoin de barres d'appui, les escaliers de tapis antidérapants. Vous avez besoin d'un système d'alerte médicale. Chaque recommandation venait avec un coût. Tout cela vous coûterait au moins 1 000 €. C'était comme s'il construisait un dossier pour prouver que j'étais incompétente. Chaque visite, chaque évaluation, chaque commentaire était conçu pour affaiblir ma confiance et justifier la nécessité que je vende ma maison et que je déménage dans une résidence. Les dimanches en famille se sont transformés en réunions de pression. Je ne cuisinais plus pour eux. Rebecca insistait pour apporter des plats préparés. « Nous ne voulons pas que tu te fatigues à cuisiner pour tout le monde, maman. » Mais je savais que c'était une autre façon de me faire sentir inutile, de m'enlever l'un des rares plaisirs qui me restaient. Pendant ces repas, Rebecca et Mathieu me bombardaient d'arguments. « Maman, j'ai trouvé une résidence magnifique à seulement 10 minutes. De chez nous. Tu pourrais venir dîner avec nous tous les week-ends. » Et les enfants pourraient te rendre visite plus souvent, Louise. Dans cette maison, on ne les voit presque pas parce qu'ils sont inquiets que tu tombes ou qu'il t'arrive quelque chose. C'était un mensonge. Les enfants n'avaient jamais montré d'inquiétude pour ma sécurité jusqu'à ce que leurs parents commencent à leur mettre ces idées en tête. Maintenant, quand ils venaient, ils me regardaient avec pitié, comme si j'étais une vieille femme fragile qui avait besoin de soins spéciaux. Un dimanche, après le déjeuner, Rebecca a fait l'annonce qu'elle préparait depuis des semaines. « Maman, Mathieu et moi avons fait des recherches et nous pensons qu'il est temps que tu prennes une décision sérieuse concernant ton avenir. » Elle a sorti un gros classeur rempli de documents. Voici les dossiers de candidature pour 3 résidences différentes. Voici les informations financières dont tu as besoin et voici l'estimation de la valeur de ta maison que l'agent immobilier m'a donnée. Les papiers s'étalaient sur ma table de salle à manger comme des preuves dans un procès. J'ai aussi contacté un avocat spécialisé en planification successorale. Il dit qu'il est important que tu organises tes finances maintenant, tant que tu peux encore prendre des décisions claires. La façon dont elle a dit « tant que tu peux encore » m'a glacé le sang. C'était une menace à peine voilée. Je ne vais pas vendre ma maison, Rebecca. Ma voix a sonné plus ferme que je ne me sentais à l'intérieur. Maman, tu dois être réaliste. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le déni. Tous les experts que nous avons consultés sont d'accord pour dire que vivre seul dans une si grande maison est dangereux pour quelqu'un de ton âge. Quels experts? L'inspecteur que tu as engagé, le vendeur de systèmes de sécurité, l'agent immobilier qui veut sa commission? Pour la première fois depuis des semaines, j'ai trouvé ma voie et j'ai confronté leur manipulation. Rebecca est devenue rouge de colère. Maman, nous essayons de t'aider. Nous sommes inquiets pour toi. Ne comprends-tu pas que s'il t'arrive quelque chose, nous serons les responsables? Son masque de préoccupation filiale avait glissé, révélant la frustration et l'impatience. Personne ne t'a demandé d'être responsable de moi, Rebecca. Je suis une femme adulte et compétente.
C'est exactement le problème. Tu penses que tu sens que tu es compétente, mais tu ne l'es pas. Hier, tu as oublié de fermer la porte du jardin. Mardi dernier, tu as laissé l'eau couler dans l'évier. Je savais qu'elle mentait, mais ces accusations me troublaient. Avais-je vraiment laissé la porte ouverte? Avais-je laissé l'eau couler? Je commençais à douter de tout, exactement ce qu'elle voulait. Mathieu est intervenu avec sa voix calme et raisonnable. Louise, nous comprenons qu'il est difficile d'accepter les changements qui viennent avec l'âge, mais ignorer de la réalité ne la fera pas disparaître. Tu dois penser non seulement à toi, mais à nous, aux enfants. Que vont-ils penser s'il t'arrive quelque chose, parce que nous avons été trop lâches pour prendre les décisions difficiles? C'était du chantage émotionnel pur. Il me faisait sentir coupable de vouloir vivre dans ma propre maison, de vouloir maintenir mon indépendance. Il me convainquait que mon désir de conserver mon foyer était de l'égoïsme, que cela pourrait nuire à toute la famille. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise dans mon salon et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Ma propre fille m'avait fait sentir comme un fardeau, comme un problème à éliminer. La maison qui avait été mon refuge me semblait maintenant une prison dont Rebecca détenait les clés. Je suis allée me coucher en sentant que j'avais perdu non seulement mon foyer, mais aussi ma fille. La femme qui m'avait rendu visite ce dimanche n'était plus la petite fille que j'avais élevée avec tant d'amour. Elle était devenue une étrangère qui voyait ma vulnérabilité comme une opportunité, ma maison comme une banque à piller. Mais dans l'obscurité de ma chambre, en écoutant les bruits familiers de ma maison, j'ai pris une décision. Je n'allais pas leur permettre de me voler ma dignité ni mon foyer sans me battre. Si Rebecca voulait jouer un jeu sale, elle allait découvrir que sa mère savait mieux se défendre qu'elle ne l'imaginait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Les larmes de la nuit précédente avaient lavé ma confusion et laissé place à quelque chose de plus clair. Mon instinct. Si Rebecca et Mathieu jouaient un jeu sale, je devais comprendre exactement ce qu'ils préparaient avant qu'il ne soit trop tard. J'ai appelé Estelle tôt le matin. « J'ai besoin de ton aide, lui ai-je dit sans préambule quand elle a répondu. « Viens ici, je dois te raconter ce qui s'est passé hier. » Une demi-heure plus tard, ma voisine était assise dans ma cuisine, écoutant attentivement pendant que je lui relatais la confrontation du dimanche. « Louise, cela dépasse la simple pression familiale. Ils essaient de te manipuler psychologiquement pour te faire douter de tes propres capacités mentales. C'est de la violence psychologique. » Ces mots ont été comme un coup de poing à l'estomac car ils confirmaient ce que j'avais commencé à soupçonner mais n'osais pas admettre. Mais que puis-je faire? C'est ma fille. Comment puis-je me battre contre ma propre fille? La même question que se posent des milliers de parents lorsque leurs enfants adultes tentent de profiter d'eux. Louise, le fait que ce soit ta fille ne lui donne pas le droit de te voler ta maison et ta dignité. Estelle m'a aidée à élaborer un plan. Premièrement, je devais tout documenter. Chaque fois qu'ils viennent, chaque conversation sur la maison, chaque pression, note toutes. Date, heure, ce qu'ils ont dit exactement. Elle m'a également suggéré d'installer une application d'enregistrement sur mon téléphone. S'ils vont continuer cette campagne d'intimidation, qu'il y ait une trace. Deuxièmement, j'avais besoin de conseils juridiques indépendants, pas l'avocat que Rebecca avait suggéré. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui travaille pour toi, pas pour elle. Estelle connaissait un avocat nommé Adrien, spécialisé dans la protection des droits des personnes âgées contre les abus familiaux. Mais et si j'exagère? Et si Rebecca est vraiment inquiète pour moi? Louise, une fille, qui est vraiment inquiète pour sa mère, ne la manipule pas, ne la fait pas se sentir incompétente, ne fait pas venir des experts pour lui faire peur. Une fille inquiète parle avec amour, offre de l'aide sans condition, respecte les décisions de sa mère. Le mardi, j'ai appelé l'avocat, maître Adrien. Sa voix au téléphone était chaleureuse mais professionnelle. « Madame Louise, j'aimerais que vous veniez à mon cabinet
pour que nous puissions parler tranquillement de votre situation et apporter tous les documents que vous avez concernant votre maison et vos finances. Le cabinet d'Adrien était en centre-ville. C'était un homme d'environ 50 ans, aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants qui me rappelaient mon défunt mari. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, des premières insinuations de Rebecca aux évaluations des experts, son expression est devenue de plus en plus sérieuse. Madame Louise, ce que vous me décrivez est un schéma classique de ce que nous appelons l'exploitation financière des personnes âgées par des membres de la famille. C'est plus courant qu'on ne le pense et c'est particulièrement douloureux car cela vient des personnes en qui nous avons le plus confiance. Adrien m'a expliqué que j'avais des droits légaux que je pouvais exercer. Si, premièrement, votre maison vous appartient et personne ne peut vous forcer à la vendre tant que vous êtes mentalement compétente. Deuxièmement, si quelqu'un essaye de vous manipuler ou de vous contraindre à prendre des décisions financières, cela peut constituer un abus financier. Mais comment puis-je prouver que je suis mentalement compétente? Rebecca et Mathieu ont fait venir tous ces experts qui disent que ma maison est dangereuse. Ce n'étaient pas des évaluations de votre capacité mentale, madame. C'étaient des évaluations de la sécurité du logement, ce qui est complètement différent. Si vous le souhaitez, je peux organiser une évaluation psychologique indépendante qui démontrera votre compétence mentale. Je me suis sentie soulagée pour la première fois depuis des semaines. Quelqu'un me croyait que comprenait de ce qui se passait, savait comment m'aider. Que puis-je faire d'autre? Je vous recommande d'installer des caméras de sécurité dans votre maison, non seulement pour votre protection physique, mais pour avoir un enregistrement des conversations qui s'y déroulent. Je suggère également que vous enregistriez les conversations avec votre téléphone lorsque c'est possible. Est-ce que légal? Dans cet état, vous avez le droit d'enregistrer les conversations qui ont lieu dans votre propre maison. Et étant donné les soupçons de manipulation financière, ces enregistrements pourraient être des preuves importantes si la situation devait s'envenimer. Adrien a également suggéré quelque chose que je n'avais pas envisagé. Madame Louise, avez-vous vérifié vos comptes bancaires récemment? Tous vos documents importants sont-ils en votre possession? La question m'a alarmée. Oui, je crois. Pourquoi? Dans des cas comme celui-ci, les membres de la famille commencent parfois à se positionner pour avoir accès aux comptes ou aux documents avant que la victime ne s'en rende compte. Je suis sortie du bureau d'Adrien avec une liste de tâches spécifiques et, plus important encore, avec de l'espoir. Je ne me sentais plus comme une victime sans défense. J'avais un plan et j'avais une aide professionnelle. Le mercredi, Rebecca est arrivée sans prévenir comme elle en avait pris l'habitude. Cette fois, j'étais prête. J'avais mon téléphone qui enregistrait dans la poche de ma robe verte. « Bonjour maman, je suis venue voir comment tu vas. » Son sourire semblait faux maintenant que je savais quoi chercher. « Je vais bien, ma fille. À quoi dois-je ta visite ?»« Maman, j'ai pensé à notre conversation de dimanche. Je sais que c'était difficile pour toi, mais nous devons vraiment avancer avec les plans pour ton déménagement. » « Quel plan ? Je n'ai jamais accepté de déménager. » « Maman, on ne peut pas continuer à repousser l'inévitable. J'ai parlé à la directrice de la résidence Vue Paisible. Ils ont une chambre de disponible, mais seulement pour cette semaine. Si on ne la réserve pas maintenant, on devra attendre plusieurs mois pour la prochaine occasion. C'était une tactique de pression classique. Créer une urgence artificielle pour forcer une décision précipitée. « Rebecca, je t'ai déjà dit que je ne déménagerai pas. Je ne comprends pas pourquoi tu insistes. »« Maman, vas-tu vraiment nous obliger à attendre qu'il t'arrive quelque chose de terrible? Jusqu'à ce que tu finisses à l'hôpital après une chute? Pourquoi es-tu si sûre que je vais tomber? J'ai vécu dans cette maison pendant 40 ans sans problème. » Non, maman. Les choses changent. Ton équilibre n'est plus le même. Ta vue n'est plus la même. Ta mémoire n'est plus la même.
Ma mémoire est parfaite. Rebecca, je me souviens exactement de chaque conversation que nous avons eue à ce sujet. Vraiment? Tu te souviens que hier on a parlé au téléphone et que tu m'as dit que tu avais laissé la cuisine allumée toute la nuit? C'est un mensonge, Rebecca. Je ne t'ai pas parlé hier et je n'ai jamais laissé la cuisine allumée. J'ai vu la frustration traverser son visage. Maman, c'est exactement ça le problème. Tu ne te souviens pas de choses qui viennent de se passer. Rebecca, tu mens si tu le sais. La question est, pourquoi? Je ne mens pas. Je suis inquiète pour toi et j'en ai assez que tu traites mes inquiétudes comme des attaques personnelles. Sa voix s'était élevée et pour la première fois, j'ai vu la vraie colère derrière son masque de préoccupation filiale. Tu sais ce que je crois, Rebecca? Je crois que toi et Mathieu avez besoin d'argent et que vous voyez ma maison comme la solution à vos problèmes financiers. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir, mais j'étais heureuse de les avoir dits. Il était temps d'affronter la vérité. C'est ridicule. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Alors pourquoi tant d'intérêt à ce que je vende ma maison? Pourquoi tant de hâte? Pourquoi tant d'experts, d'évaluations et de pression constante? Rebecca est restée silencieuse un moment, et j'ai pu voir comment elle traitait de mes questions. Quand elle a de nouveau parlé, son ton avait changé. Il était plus froid, plus calculé. « Maman, je crois que tu as besoin d'aide professionnelle. Ta paranoïa est hors de contrôle. Peut-être devrions-nous envisager une évaluation psychiatrique. » C'était la menace dont Adrien m'avait averti qu'elle pourrait venir. « Tu me menaces de me faire déclarer mentalement incompétente ?» Ce n'est pas une menace, maman. C'est une préoccupation légitime. Tu accuses ta propre famille de conspirer contre toi. Ce genre de pensée paranoïaque est un symptôme sérieux. Sors de ma maison, Rebecca. Les mots se sont sortis calmes, mais fermes. Quoi? Que tu sortes de ma maison, maintenant. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Tout à fait sérieuse. Va-t'en. Rebecca s'est levée lentement, son visage un mélange de choc et de colère. Maman, c'est exactement ce que nous essayons d'éviter. Tu prends des décisions irrationnelles. Tu éloignes les gens qui t'aiment. Si tu m'aimes, respecte ma décision de vivre dans ma propre maison. Si tu ne peux pas faire ça, alors ne viens plus. Très bien, maman, mais quand quelque chose t'arrivera, quand tu finiras à l'hôpital ou pire, souviens-toi que nous avons essayé de t'aider. C'était une menace finale, une dernière tentative de semer la peur et la culpabilité. Après son départ, je me suis assise dans mon salon, tremblante non pas de peur, mais d'adrénaline. Pour la première fois depuis des semaines, je m'étais défendue. J'avais posé des limites et j'avais enregistré toute la conversation. Adrien avait raison. Quand on connaît ses droits et qu'on a un plan, il est plus facile de résister à la manipulation. Mais je savais aussi que ce n'était que le début. Rebecca n'allait pas abandonner si facilement, et son prochain mouvement serait probablement plus agressif. Pendant les 3 jours qui ont suivi l'expulsion de Rebecca de ma maison, j'ai vécu dans une tranquillité tendue. C'était comme le calme avant la tempête. Je savais qu'elle n'avait pas abandonné, mais je ne savais pas d'où viendrait sa prochaine attaque. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le découvrir. Le samedi matin, alors que j'arrosais mes roses dans le jardin, j'ai vu une voiture inconnue se garer devant chez moi. 2 personnes en sont descendues, un homme plus âgé en costume gris et une jeune femme avec un classeur. Mon cœur s'est accéléré alors qu'ils se dirigeaient vers ma porte. « Madame Louise ?» a demandé l'homme quand j'ai ouvert. « Je suis le docteur Ramirez et voici Patricia, l'assistante sociale. Nous venons parce que votre famille a exprimé des inquiétudes concernant votre bien-être et votre capacité à vivre de manière indépendante. » J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Rebecca avait mis sa menace à exécution. Elle avait appelé les services sociaux pour me faire évaluer mentalement. « Qui vous a envoyé ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. « Votre fille Rebecca nous a contactés hier », a confirmé Patricia. Elle dit que vous avez montré des signes de détérioration cognitive, un comportement paranoïaque et que vous avez refusé de l'aide
pour rester en sécurité chez vous. Les paroles de Rebecca, déformées et présentées comme des faits médicaux. Puis-je voir vos cartes d'identité? Sadrien m'avait appris que j'avais le droit de vérifier l'identité de toute personne venant m'évaluer. Ils m'ont tous deux montré leurs accréditations, qui semblaient légitimes. Madame Louise, nous comprenons que cela puisse être inconfortable, mais nous devons vous poser quelques questions pour évaluer votre situation, a expliqué le docteur Ramirez. Nous devons également inspecter votre maison pour identifier les risques potentiels pour la sécurité. Et si je refuse? Vous avez le droit de refuser, mais cela pourrait entraîner des procédures judiciaires supplémentaires si votre famille décide de demander une ordonnance du tribunal pour une évaluation obligatoire. C'était une autre menace déguisée en information. J'ai décidé de coopérer, mais à mes conditions. Vous pouvez faire votre évaluation, mais je veux enregistrer tout le processus pour ma protection juridique. J'ai vu qu'ils se sont regardés. Y a-t-il un problème avec ça? Non, madame, c'est votre droit. L'évaluation a duré 2 heures. Ils m'ont posé des questions sur mon âge, la date du jour, le nom du président, des opérations de mathématiques simples, toutes les questions que j'attendais et auxquelles j'ai répondu correctement. Ils m'ont également demandé de leur parler de ma routine quotidienne, de mes antécédents médicaux, de mes finances. Est-il vrai que votre fille a exprimé des inquiétudes quant à votre capacité à entretenir cette maison? A demandé Patricia. Ma fille a exprimé beaucoup de choses récemment, mais j'entretiens parfaitement ma maison. Est-il vrai que vous avez eu des épisodes de confusion, comme laisser des appareils électroménagers allumés? C'est ce que ma fille dit. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu de problème de mémoire ou de gestion de mon foyer. Pourquoi pensez-vous que votre fille dirait ces choses si elles n'étaient pas vraies? La question était un piège. Si je disais ce que Rebecca mentait, je semblerais paranoïaque. Si j'admettais une confusion, je confirmerais ses accusations. Il faudrait lui demander ses motivations. Je ne peux parler que de ma propre expérience, et mon expérience est que je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. C'était une réponse diplomatique qui évitait les accusations directes. Pendant l'inspection de la maison, ils ont tout pris en photo. Les escaliers, les salles de bain, la cuisine, même ma chambre. Ces escaliers n'ont pas de rampe des 2 côtés, a noté le docteur Ramirez. Avez-vous eu du mal à les monter? Aucun. Je monte ces escaliers depuis 40 ans sans incident. Et si vous aviez une urgence médicale pendant la nuit, comment demanderiez-vous de l'aide? J'ai un téléphone à côté de mon lit et les numéros d'urgence sur le réfrigérateur. J'ai aussi des voisins proches qui pourraient m'aider si nécessaire. Quand ils ont eu fini, le docteur Ramirez m'a expliqué la suite du processus. Nous allons compiler un rapport basé sur notre évaluation. Ce rapport sera envoyé à votre famille et s'il y a des préoccupations importantes, cela pourrait aboutir à des recommandations spécifiques pour vos soins. Quel genre de recommandations? Elles pourraient inclure des services de soutien à domicile, des modifications de sécurité ou, dans les cas extrêmes, des recommandations pour un niveau de soins plus supervisé. Supervisé était une façon élégante de dire institutionnalisé. Après leur départ, j'ai immédiatement appelé Adrien. Les services sociaux viennent de partir. Rebecca les a appelés pour me faire évaluer. Comment s'est passée l'évaluation? Je crois que ça s'est bien passé. J'ai répondu correctement à toutes leurs questions, mais ils se sont concentrés sur les prétendus risques de sécurité de ma maison. Louise, il est important que vous compreniez quelque chose. Ces évaluations sont souvent biaisées dès le départ. Si la famille qui a fait le signalement a fourni des informations spécifiques sur de prétendus problèmes, les évaluateurs arrivent déjà en cherchant à confirmer ces problèmes. Que puis-je faire? Premièrement, vous allez m'envoyer l'enregistrement de toute l'évaluation. Deuxièmement, nous allons demander une évaluation indépendante par un gériatre de notre choix. Troisièmement, nous allons nous préparer à ce qui va probablement suivre. Qu'est-ce qui va suivre? Si le rapport est négatif, Rebecca l'utilisera probablement comme justification pour intensifier sa pression. Elle pourrait même demander une ordonnance du tribunal pour déclarer que vous avez besoin d'un tuteur légal. Le mot tuteur m'a terrifiée.
Cela signifiait que quelqu'un d'autre prendrait des décisions pour moi, y compris des décisions sur où vivre et quoi faire de mes finances. C'est possible ? C'est possible, mais ce n'est pas facile. Elle devrait prouver devant un tribunal que vous êtes incompétente et nous serons là pour prouver le contraire. Le lundi matin, Rebecca est arrivée chez moi accompagnée de Mathieu. Son attitude avait complètement changé. Elle ne feignait plus une préoccupation maternelle. C'était maintenant une pure détermination d'affaires. « Maman, il faut qu'on parle. » « Nous n'avons plus rien à nous dire, Rebecca. » « Si, nous avons des choses à nous dire. Les services sociaux sont venus t'évaluer samedi. Tu sais ce qu'ils nous ont dit ? Non, mais je suis sûre que tu vas me le dire. Ils ont dit que tu présentes de multiples facteurs de risque à vivre seul. Ils ont dit que ta maison présente des risques de sécurité importants. Ils ont dit que ton refus d'accepter de l'aide est un signe de détérioration du jugement. Chaque mot était comme une gifle. Et sur cette base, que proposes-tu ? Nous avons un rendez-vous demain à la résidence Vue Paisible. Tu vas y aller, tu vas voir la chambre et tu vas signer les papiers pour déménager la semaine prochaine. Ce n'était plus une suggestion, c'était un ordre. Je ne ferai rien de tout ça. Maman, ce n'est plus une option. Si tu ne coopères pas volontairement, nous devrons chercher d'autres options légales. Tu me menaces ? Mathieu est intervenu avec sa voix apparemment raisonnable. Louise, personne ne vous menace. Nous sommes simplement réalistes quant aux options disponibles. Vous pouvez faire cela de manière facile, ou vous pouvez rendre les choses difficiles pour tout le monde, y compris pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que je commence à comprendre que tout cela a très peu à voir avec mon bien-être et beaucoup à voir avec la valeur de ma maison. Rebecca est devenue rouge. C'est exactement le genre de pensée paranoïaque que les évaluateurs ont rapporté. Tu inventes des conspirations là où il n'y en a pas. Vraiment ? Alors dis-moi, Rebecca, qu'allez-vous faire avec l'argent de la vente de ma maison après que vous m'aurez installée dans la résidence ? L'argent sera utilisé pour payer tes soins. Et qui va contrôler cet argent ? Qui va prendre ces décisions ? Nous, évidemment. Nous sommes ta famille. Voilà. Elle avait finalement admis ce que je soupçonnais depuis le début. Il ne s'agissait pas de ma sécurité ou de mon bien-être, il s'agissait de contrôler mon argent. C'est le chiite qui sort de ma maison, Rebecca, et ne revient pas. Maman, tu as jusqu'à demain pour reconsidérer. Après ça, nous procéderons avec ou sans ta coopération. Que tu aies peur, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que nous allons demander une ordonnance du tribunal pour te faire déclarer mentalement incapable. Nous avons le rapport des services sociaux, nous avons la documentation de ton comportement erratique, nous avons des témoins de ta paranoïa. Et moi, j'ai des enregistrements de chaque menace que vous m'avez faite, de chaque mensonge que vous avez dit, de chaque tentative de manipulation que vous avez utilisée. C'était la première fois que je mentionnais les enregistrements, et j'ai vu une véritable peur sur leur visage. Tu nous as enregistrés ? J'ai documenté tout ce qui s'est passé dans ma propre maison, ce qui est parfaitement légal. Maman, c'est malsain. Ça prouve exactement ce que nous disons sur ton état mental. Ce que ça prouve, c'est que vous avez planifié ça pendant des mois et que je ne suis pas aussi stupide que vous le pensiez. Je me suis levée de ma chaise, sentant une force que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Et maintenant, partez de ma maison avant que j'appelle la police. Très bien, maman, mais demain, tu recevras des papiers juridiques. Et quand ça arrivera, tu comprendras que tu n'as plus d'option. C'était sa menace finale, sa dernière tentative de m'intimider. Après leur départ, j'ai immédiatement appelé Adrien. Ils viennent de me menacer de demander une ordonnance du tribunal pour me déclarer incompétente. Vous avez enregistré la conversation ? Chaque mot. Parfait. Ce sera très utile lorsque nous devrons nous défendre au tribunal. Adrien, peuvent-ils vraiment faire ce qu'ils menacent de faire ? Ils peuvent essayer.
Mais nous avons maintenant la preuve que leurs motivations ne sont pas vos soins, mais le contrôle de vos finances. Ce sera très difficile à expliquer devant un juge. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Je n'avais plus peur de ce que Rebecca pourrait faire. J'avais des preuves, j'avais une représentation légale et, plus important encore, j'avais la certitude que je me battais pour quelque chose qui en valait la peine. Ma dignité, mon foyer et mon droit de vivre ma vie selon mes propres termes. Les papiers juridiques sont arrivés le lendemain, exactement comme Rebecca l'avait promis. Un huissier de justice a sonné à ma porte à 9 heures du matin avec une assignation à comparaître. Rebecca et Mathieu avaient déposé une requête pour me faire déclarer mentalement incompétente et pour qu'on leur accorde la tutelle légale sur moi et mes finances. Quand j'ai appelé Adrien pour l'en informer, sa voix était calme mais déterminée. « Louise, c'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Nous avons maintenant l'occasion de tout exposer devant un tribunal public. Mais et si le juge les croit, eux ? Il ne les croira pas quand il entendra les enregistrements et verra les preuves que nous avons rassemblées. L'audience était prévue 2 semaines plus tard. Pendant ces jours, Adrien et moi nous sommes préparés minutieusement. J'ai engagé le docteur Rivera, un gériatre indépendant, pour me faire une évaluation complète de ma capacité mentale. J'ai également installé des caméras de sécurité dans toute ma maison, au cas où Rebecca tenterait de créer d'autres preuves de ma prétendue incompétence. Le docteur Rivera m'a rendu visite un jeudi après-midi. C'était un homme doux, d'une 60aine d'années, avec un sourire sincère qui m'a immédiatement rassurée. Il a dit « Madame Louise, je vais vous faire une évaluation très complète. Je veux que vous vous sentiez à l'aise et que vous preniez tout le temps nécessaire pour répondre. » L'évaluation a duré 3 heures et comprenait des tests de mémoire, de raisonnement, de capacité de jugement et de fonctionnalité quotidienne. Il a également examiné mes antécédents médicaux et mes médicaments. Prenez-vous des médicaments qui pourraient affecter votre cognition ? Seulement des vitamines et un médicament pour la tension artérielle que je prends depuis des années. Avez-vous remarqué des changements dans votre mémoire ou votre capacité à prendre des décisions ces dernières années ? Ma mémoire est aussi claire que jamais. En fait, je me souviens parfaitement de chaque détail des conversations que j'ai eues avec ma fille ces derniers mois. À la fin de l'évaluation, le docteur Rivera a souri. « Madame Louise, vos fonctions cognitives sont tout à fait normales pour une personne de votre âge. Votre mémoire est excellente, votre jugement est solide, et vous êtes clairement capable de prendre des décisions indépendantes concernant votre vie et vos finances. » Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se produisait dans ma vie personnelle. Adrienne avait commencé à me rendre visite plus fréquemment pour préparer le dossier, mais nos conversations avaient évolué au-delà des questions juridiques. J'ai découvert qu'il était veuf depuis 3 ans, qu'il avait 2 enfants adultes vivant dans d'autres villes et qu'il partageait mon amour pour le jardinage. « Vos roses sont spectaculaires, Louise, » m'a-t-il dit un jour, alors que nous examinions des documents dans mon jardin. Ma femme cultivait aussi des roses. Elle disait toujours que s'occuper d'un jardin, c'était comme s'occuper d'une relation. Ça demande de la patience, du dévouement et beaucoup d'amour. Il y avait de la tristesse dans sa voix, mais aussi de la chaleur. Elle me manque beaucoup, tous les jours. Mais j'ai appris que l'amour que nous avons partagé ne s'arrête pas quand quelqu'un s'en va. Il se transforme en quelque chose de différent, quelque chose qui nous aide à continuer et, quand nous sommes prêts, à ouvrir à nouveau notre cœur. Ces paroles m'ont profondément émue. J'avais été si concentrée sur la défense de ma maison et de mon indépendance que j'avais oublié que la vie pouvait offrir de nouvelles possibilités, même à 72 ans. Croyez-vous qu'il est possible de trouver une compagnie sincère à notre âge ? Je crois qu'il est possible de trouver une compagnie sincère à n'importe quel âge, quand 2 personnes se respectent et s'apprécient mutuellement. Pendant ces 2 semaines de préparation, Adrien et moi avons développé une amitié qui se transformait lentement en quelque chose de plus. Ce n'était pas l'amour passionné de la jeunesse, mais quelque chose de plus profond.
un respect mutuel, une compréhension partagée et le confort de deux personnes qui avaient vécu assez longtemps pour valoriser l'authenticité par-dessus tout. Le jour de l'audience est arrivé comme une tempête qui couvait depuis des mois. Adrian m'a accompagnée au tribunal et sa présence m'a donné la force dont j'avais besoin pour affronter ma propre fille dans une bataille juridique. Rebecca est arrivée avec Mathieu et un avocat qui avait clairement coûté très cher. Elle m'a regardée avec un mélange de tristesse, feinte et de détermination. « Maman, il n'est pas encore trop tard. Tu peux retirer ton opposition et régler ça à l'amiable. » La seule solution à l'amiable est que tu vas hâte et que tu retires ta requête et que tu me laisses vivre en paix dans ma propre maison. Tu sais que je ne peux pas faire ça. C'est pour ton propre bien. Ces paroles sonnaient comme si elles avaient été répétées devant un miroir. Quand l'audience a commencé, l'avocat de Rebecca a présenté son cas en premier. Il a parlé de ma détérioration cognitive, de mon comportement paranoïaque et des risques de sécurité de ma maison. Il a présenté le rapport des services sociaux comme preuve de mon incompétence. Votre honneur, Madame Louise, n'est clairement pas en mesure de prendre des décisions rationnelles concernant ses propres soins. Elle a refusé de l'aide, a accusé sa famille de conspirer contre elle et a fait preuve d'un refus dangereux de reconnaître ses limites. Chaque mot était comme une gifle publique. Puis Rebecca a témoigné, avec des larmes aux yeux qui semblaient sincères, décrivant son inquiétude pour mon bien-être. Ma mère a toujours été une femme forte et indépendante. C'est déchirant de la voir dans cet état de déni de ses propres limites. Nous voulons simplement qu'elle soit en sécurité et bien soignée. Sa performance était convaincante. Si je n'avais pas vécu la réalité de ces manipulations, je l'aurais peut-être même cru. Mais je connaissais la vérité derrière ses larmes. Quand notre tour est venu, Adrien s'est levé avec confiance. « Votre honneur, nous allons démontrer que cette requête n'a rien à voir avec les soins de Madame Louise, mais tout à voir avec l'accès à ses actifs financiers. » Il a d'abord présenté l'évaluation du docteur Rivera, qui confirmait ma compétence mentale complète. Puis il a diffusé des extraits clés des enregistrements que j'avais faits de mes conversations avec Rebecca et Mathieu. Le tribunal a écouté en silence tandis que la voix de Rebecca emplissait la salle. « L'argent sera utilisé pour payer tes soins. Et qui va contrôler cet argent ? Nous, évidemment. Nous sommes ta famille. » J'ai vu le visage de Rebecca pâlir quand elle a réalisé que ses propres mots la trahissaient. Le juge a également écouté l'enregistrement où elle admettait qu'il planifiait cela depuis des mois, où elle menaçait de procéder avec ou sans ma coopération. Quand j'ai témoigné, j'ai parlé d'une voix claire et ferme que j'avais retrouvée pendant ces semaines de lutte. Votre honneur, je ne suis pas victime d'une détérioration mentale. Je suis victime d'une manipulation financière de la part de ma propre fille. J'ai vécu de manière indépendante pendant 72 ans. J'ai élevé cette femme qui essaie maintenant de me voler mon foyer, et je mérite le respect de vivre mes dernières années selon mes propres termes. Le verdict a été clair et sans appel. Le juge a rejeté la demande de mise sous tutelle et a déclaré que j'étais pleinement compétente pour prendre mes propres décisions. Il a également ordonné à Rebecca et Mathieu de cesser tout contact non sollicité avec moi et a averti que toute future action en justice frivole pourrait entraîner des sanctions. En sortant du tribunal, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé non seulement ma maison, mais aussi mon âme. Adrien m'a pris gentiment le bras. « Comment vous sentez-vous » ? « Je me sens libre. Pour la première fois depuis des mois, je me sens complètement libre. » Ce soir-là, Adrien m'a invité à dîner dans un restaurant élégant pour célébrer la victoire. En trinquant avec du vin rouge, j'ai réalisé que j'avais gagné plus qu'une bataille juridique. J'avais retrouvé ma dignité, ma confiance, et j'avais trouvé quelque chose que je pensais ne plus jamais avoir. La possibilité d'un nouvel amour. La victoire au tribunal a marqué le début d'une nouvelle vie, mais Rebecca n'avait pas complètement abandonné. Pendant les premières semaines après le jugement, j'ai reçu des appels téléphoniques constants qui ont commencé comme des supplications et se sont transformés en menaces voilées. « Maman, s'il te plaît, pouvons-nous parler comme des adultes ?
disait sa voix au téléphone, feignant la vulnérabilité. Je sais que les choses ont dérapé, mais je suis toujours ta fille. Je m'inquiète toujours pour toi. Ces paroles sonnaient comme un script qu'elle aurait préparé pour regagner ma confiance. Rebecca, le juge a été très clair. Vous ne devez pas me contacter sans mon consentement. Mais maman, sérieusement, vas-tu détruire notre relation pour un malentendu? Ce n'était pas un malentendu. C'était une tentative délibérée de me voler ma maison et mon indépendance. Nous n'avons jamais voulu te voler quoi que ce soit. Nous voulions seulement t'aider. Sa voix s'élevait à chaque mot, révélant la frustration qui se cachait derrière sa façade d'inquiétude. Maman, ne comprends-tu pas que quand il t'arrivera quelque chose, c'est nous qui serons responsables, ceux qui devront en assumer les conséquences? Personne ne t'a demandé d'être responsable de moi, Rebecca. C'est une responsabilité que tu as assumée pour justifier tes actions. Nous sommes une famille. La famille prend soin des siens. La famille se respecte, ma fille. Et tu as perdu mon respect quand tu as décidé de me traiter comme si j'étais incompétente. Les appels sont devenus plus agressifs quand elle a réalisé que je n'allais pas céder. Maman, j'espère que tu es heureuse de ta décision. J'espère que lorsque tu seras seule et malade, tu te souviendras que tu as éloigné les seules personnes qui se souciaient de toi. Les seules personnes qui se souciaient de moi n'auraient pas essayé de me manipuler pour vendre ma maison. Cette maison va devenir ta tombe, et quand ça arrivera, ne viens pas pleurer pour demander de l'aide. C'était la menace que j'attendais, la confirmation finale que ses préoccupations n'avaient jamais été sincères. Rebecca, cette conversation est terminée, et si tu continues à appeler, je contacterai la police pour harcèlement. Vas-y, appelle la police. On verra s'ils prendront soin de toi quand tu seras en train de mourir seule dans cette maison. Là, la ligne a été coupée avec un son sec qui a résonné dans ma cuisine. Après cet appel, j'ai changé mon numéro de téléphone. Adriane m'a aidé avec le processus et a également installé un système de sécurité plus avancé dans ma maison. Je ne pense pas qu'ils tenteront quelque chose de physique, m'a-t-il dit en programmant les caméras. Mais il vaut mieux être prêt. Crois-tu vraiment que ma propre fille pourrait me faire du mal? Louise, quand les gens sentent qu'ils ont perdu le contrôle de quelque chose qu'ils considéraient comme leur, ils peuvent devenir imprévisibles. Mieux vaut prévenir que guérir. Ces paroles se sont avérées prophétiques. Une semaine plus tard, en rentrant des courses au marché, j'ai découvert que quelqu'un avait tenté de forcer la serrure de ma porte arrière. Les caméras avaient filmé Mathieu essayant d'entrer, probablement pour chercher des documents ou créer des preuves que ma maison était peu sûre. Ils vont devoir expliquer ça à la police, a dit Adrien en examinant les enregistrements. Ce type de comportement pourrait aboutir à une injonction d'éloignement. Est-ce que je veux vraiment en arriver là avec ma propre famille? Louise, ce sont eux qui en sont arrivés là quand ils ont décidé de vous traiter comme si vous étiez leur propriété. L'injonction d'éloignement a été approuvée immédiatement lorsque le juge a vu les enregistrements de la tentative d'effraction. Il était interdit à Rebecca et Mathieu de s'approcher à moins de 500 mètres de ma maison ou de me contacter par quelque moyen que ce soit. Avec cette menace légale enfin neutralisée, j'ai pu me concentrer sur la reconstruction de ma vie. Adrien était devenu une présence constante et bienvenue. Il venait déjeuner avec moi le dimanche, m'aidait avec les courses lourdes, et nous avions pris l'habitude de nous asseoir dans mon jardin l'après-midi pour prendre un café et discuter. « Vous savez ce que j'aime le plus dans ces moments ?» m'a-t-il demandé un dimanche en admirant mes roses. « C'est que je n'ai pas à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Avec vous, je peux être simplement Adrien. Pas l'avocat, pas le veuf qui a besoin de compassion. Juste moi-même. Je sais exactement ce que vous voulez dire. Pendant des mois, j'ai eu l'impression de devoir constamment prouver que j'étais compétente, que j'étais digne de respect. Avec vous, je peux être simplement Louise. Et Louise est une femme extraordinaire, a-t-il dit en prenant doucement ma main. Notre romance s'est développée avec la patience et la sagesse qui ne viennent qu'avec l'âge. Il n'y avait pas de précipitation, pas de drame.
Juste 2 personnes qui avaient vécu assez longtemps pour apprécier la compagnie sincère. Adrien me faisait la cour avec la galanterie d'une autre époque. Des fleurs fraîches, des dîners dans des restaurants élégants, des promenades dans le parc où nous nourrissions les canards. N'était-ce pas étrange de commencer une relation à notre âge? Puis-je alors jeter lui ai-je demandé un après-midi alors que nous marchions dans le centre-ville. Au contraire, cela semble parfaitement naturel. À notre âge, nous savons exactement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Il n'y a pas de temps pour les jeux ou les faux-semblants. 6 mois après notre rencontre, Adrien m'a demandé en mariage. Ce ne fut pas une proposition spectaculaire comme dans les films, mais une conversation honnête et mûre entre 2 adultes qui avaient décidé de passer le reste de leur vie ensemble. Louise, nous avons prouvé que nous pouvions affronter les crises ensemble, que nous nous respections mutuellement et que nous apprécions la compagnie de l'autre. Pourquoi ne pas rendre cela officiel? Êtes-vous sûr de vouloir épouser une femme de 72 ans qui vient avec un drame familial inclus? Je veux épouser la femme qui a eu le courage de se défendre contre sa propre famille, qui s'est battue pour son indépendance quand il aurait été plus facile d'abandonner, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ces paroles m'ont rempli d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Le mariage fut petit et intime, avec seulement Estelle et quelques amis proches de nous deux. Je portais une robe couleur champagne qu'Adrien m'avait aidé à choisir, et il portait un costume gris qui le rendait distingué et élégant. La cérémonie a eu lieu dans le jardin de ma maison, entourée de mes roses rouges qui avaient fleuri de façon spectaculaire ce printemps-là. Pendant les vœux, Adrien a parlé de trouver l'amour au moment où il s'y attendait le moins, de la force qu'il avait vue en moi dans les moments les plus difficiles. Je promets de toujours te respecter, de te soutenir dans toutes tes décisions et de ne jamais te prendre pour acquise. Quand mon tour était venu, j'ai regardé cet homme qui était apparu dans ma vie à mon moment le plus sombre et qui y avait apporté de la lumière. Je promets de ne pas laisser le passé définir notre avenir, de t'aimer avec la sagesse qui vient de l'expérience et de créer avec toi une vie basée sur le respect mutuel et le bonheur sincère. Ce soir-là, alors qu'Adrien et moi dansions lentement dans mon salon au son d'une musique douce, j'ai réfléchi au voyage extraordinaire qu'avait été ma vie ces derniers mois. J'avais commencé en me sentant comme une victime, j'avais lutté comme une guerrière, et j'avais émergé comme une femme renouvelée. Regrettes-tu parfois de t'être battue contre Rebecca? M'a demandé Adrien en me tenant près de lui. Jamais. Si je ne m'étais pas battue, j'aurais perdu non seulement ma maison, mais aussi ma dignité, et je ne t'aurais jamais rencontré. Le destin a des manières mystérieuses de fonctionner, dit-il en m'embrassant doucement le front. Parfois, nous devons perdre quelque chose pour gagner quelque chose de mieux. Je n'ai rien perdu, lui ai-je répondu. J'ai découvert que la vraie famille ne vient pas toujours du sang. Parfois, elle vient du cœur. À ce moment-là, entourée de l'amour et du respect pour lesquels j'avais si durement lutté, je savais que j'avais pris toutes les bonnes décisions. Ma maison restait mon sanctuaire, mais elle était maintenant aussi notre foyer. Les premiers mois de mon mariage avec Adrien furent comme un rêve que je n'aurais jamais pensé pouvoir revivre. Me réveiller chaque matin aux côtés de quelqu'un qui me respectait et m'appréciait était un cadeau, que je chérissais profondément. Nous avions transformé ma maison en notre foyer, combinant nos affaires et nos routines, d'une manière qui honorait à la fois mon passé et notre avenir commun. Adrien a officiellement emménagé chez moi 3 mois après le mariage. Il a apporté ses livres de droit, ses photographies de famille et ses orchidées qui ont trouvé une place parfaite dans la véranda donnant sur le jardin. Cette maison a une âme, m'a-t-il dit en rangeant ses livres dans mon bureau. Je peux sentir tout l'amour que vous et votre mari avez mis ici pendant toutes ces années. Et maintenant, c'est à notre tour de créer de nouveaux souvenirs, lui ai-je répondu en l'enlaçant par derrière, contemplant la manière naturelle et belle dont nos vies s'entremêlaient. 1 an après notre mariage,
J'ai reçu un appel inattendu. C'était Patricia, l'assistante sociale qui avait participé à ma première évaluation. Madame Louise, je vous appelle car nous avons reçu des signalements selon lesquels votre fille diffuserait de fausses informations sur votre situation actuelle. Quel genre d'informations? Elle dit aux gens que vous avez été manipulé par votre avocat pour l'épouser pour son argent, que vous êtes maintenant exploité financièrement par votre nouveau mari. Les mots m'ont blessée, mais ne m'ont pas surprise. Rebecca n'avait pas accepté sa défaite. Et que comptez-vous faire avec ces informations? Nous devons faire une visite de suivi pour documenter que vous allez bien et que vos décisions ont été prises librement. C'est une procédure standard lorsque nous recevons ce type de signalement. La visite de Patricia fut très différente de la première. Cette fois, elle est venue seule et son attitude était plus détendue et sincère. Adrien et moi l'avons reçue dans notre salon, où elle a pu voir immédiatement l'harmonie et le bonheur de notre foyer. Vous avez l'air très bien, Madame Louise, et votre maison semble très différente de ce dont je me souvenais. C'est parce que c'est maintenant un foyer rempli d'amour au lieu d'un endroit où je me sentais assiégée par ma propre famille. Patricia a examiné nos arrangements financiers, a confirmé que je gardais le contrôle total de mes actifs et a documenté que notre mariage avait été une décision entièrement libre et réfléchie. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que j'inclue dans mon rapport? Oui, que jamais dans ma vie je n'ai été plus heureuse ou n'ai ressenti plus de respect et d'amour que maintenant. Après le départ de Patricia, Adrien et moi avons pris une décision importante. Je pense qu'il est temps de faire quelque chose de définitif concernant les mensonges de Rebecca, m'a-t-il dit. Que proposes-tu? Poursuivons-la pour diffamation et calomnie. Si elle continue d'essayer de nuire à votre réputation et à la mienne, qu'elle en subisse les conséquences légales. Le procès en diffamation fut un succès. Rebecca a dû se rétracter publiquement de ses déclarations mensongères et payer une amende importante. Plus important encore, le juge a émis une ordonnance permanente lui interdisant de faire toute déclaration publique sur ma vie privée ou mes décisions personnelles. Comment te sens-tu maintenant que tout cela est définitivement terminé? M'a demandé Adrien en sortant du tribunal. Je me sens en paix, comme si j'avais enfin mis un point final à ce chapitre de ma vie. Et maintenant, nous vivons notre vie, sans regarder en arrière. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Les 2 années suivantes furent les plus épanouissantes de ma vie d'adulte. Adrien et moi avons voyagé dans des endroits que j'avais toujours rêvé de visiter. Paris, où nous nous sommes promenés dans les jardins de Versailles. L'Italie, où nous avons appris à faire des pâtes dans une cuisine toscane. Le Mexique, où nous avons dansé la salsa sur les places de Guadalajara. Sais-tu ce qu'il y a de plus beau dans le fait de voyager à notre âge? M'a demandé Adrien alors que nous regardions le lever du soleil depuis notre balcon à Rome. C'est que nous ne sommes pas pressés. Nous pouvons nous asseoir dans un café pendant des heures sans nous sentir coupables. Nous pouvons admirer un tableau dans un musée jusqu'à nous être complètement imprégnés de sa beauté. Gartner, et nous pouvons apprécier chaque moment car nous savons à quel point la vie est précieuse, ai-je ajouté, en prenant sa main alors que le soleil illuminait la ville éternelle devant nous. À la maison, nous avons transformé une partie du jardin en une petite serre où nous cultivions des légumes biologiques et des herbes aromatiques. Adrien s'est avéré avoir un talent naturel pour le jardinage, et, ensemble, nous avons créé un espace à la fois productif et magnifique. « Regarde ça, m'a-t-il dit un matin de printemps, me montrant les tomates qui commençaient à mûrir. D'une si petite graine vient tant de nourriture. C'est comme notre amour, d'une rencontre professionnelle a grandi quelque chose qui nous nourrit chaque jour. Nous nous sommes également engagés dans des œuvres caritatives. Adrien offrait des services juridiques gratuits aux personnes âgées confrontées à des situations similaires à la mienne, tandis que j'aidais dans un centre communautaire en enseignant la couture à de jeunes femmes. Pourquoi avez-vous décidé d'aider d'autres personnes dans des situations comme la vôtre? M'a demandé une journaliste locale venue écrire un article sur notre travail bénévole. Parce que personne ne devrait avoir à affronter seul la manipulation et les abus de sa propre famille.
Si mon expérience peut aider d'autres personnes à se défendre, alors tout ce que j'ai traversé en valait la peine. Un jour, 3 ans après notre mariage, Estelle était venue chez nous rendre visite avec une nouvelle inattendue. Louise, j'ai rencontré les petits-enfants de Rebecca au supermarché hier. Ils ont tellement grandi que je les ai à peine reconnus. Comment vont-ils? Malgré tout ce qui s'était passé, ils restaient mes petits-enfants, et je les aimais. Ils ont l'air d'aller bien, mais quand ils m'ont vu, l'aîné m'a demandé de tes nouvelles. Il a dit que les biscuits que tu leur faisais lui manquaient. La nouvelle m'a rempli d'une tristesse douce amère. Que leur as-tu dit? Je leur ai dit que tu allais très bien, que tu t'étais mariée et que tu étais très heureuse. L'enfant m'a demandé de te dire qu'il espère qu'un jour ils pourront venir te rendre visite à nouveau. Ce soir-là, Adrien et moi avons eu une conversation profonde sur la possibilité d'ouvrir notre cœur à une réconciliation avec mes petits-enfants, indépendamment de la relation avec Rebecca. Les enfants ne sont pas responsables des décisions de leurs parents, a dit Adrien. S'ils veulent un jour connaître à nouveau leur grand-mère, nous devrions être ouverts à cette possibilité. Mais comment faire sans impliquer Rebecca? Quand ils seront majeurs, ils pourront prendre leurs propres décisions sur les personnes qu'ils veulent avoir dans leur vie. En attendant, nous pouvons vivre nos vies de manière à ce que s'ils viennent un jour nous chercher, ils trouvent une grande-mère dont ils pourront être fiers. C'était une perspective sage qui m'a rempli d'espoir. Peut-être qu'un jour, quand mes petits-enfants seraient adultes, ils pourraient comprendre que j'avais défendu ma dignité et mon foyer non par égoïsme, mais parce que je croyais mériter le respect et l'amour sincère. En attendant, chaque jour avec Adrien était une affirmation que j'avais pris les bonnes décisions. Nous avions créé une vie basée sur le respect mutuel, l'amour sincère et la sagesse qui vient avec l'expérience. Regrettes-tu parfois de t'être battu si durement pour cette maison? M'a demandé Adrien un après-midi, alors que nous taillions ensemble les rosiers du jardin. Jamais, ai-je répondu sans hésitation. Cette maison représentait ma dignité, mon indépendance, mon droit de vivre selon mes propres termes. En me battant pour elle, je me suis retrouvée, et dans le processus, je t'ai trouvé, toi. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à dormir dans la chambre que nous partageons maintenant, j'ai réfléchi au voyage extraordinaire qu'avait été ma vie. J'avais commencé en me sentant comme une victime, j'avais lutté comme une guerrière et j'avais émergé comme une femme renouvelée qui avait trouvé le grand amour à l'endroit le moins attendu. 5 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi où Rebecca m'avait tendu l'enveloppe qui allait changer nos vies pour toujours. C'était un dimanche ensoleillé de printemps, exactement comme le jour de cette réunion de famille qui marqua la fin d'une époque et le début d'une toute nouvelle. Adrien et moi étions dans notre jardin. Il lisait le journal pendant que j'arrosais mes roses, quand la sonnette de la maison retentit. Nous n'attendions personne, et pendant un instant, mon cœur s'accéléra avec la vieille anxiété que je ressentais autrefois, lorsque des visiteurs inattendus se présentaient. « J'y vais », dit Adrien en se levant de sa chaise, avec l'agilité d'un homme qui, malgré ses 65 ans, restait actif et en bonne santé. J'entendis des voix à la porte d'entrée, mais ne pus distinguer les mots. Quand Adrien revint au jardin, son expression était un mélange de surprise et de prudence. « Louise, il y a 2 jeunes gens à la porte qui disent être tes petits-enfants. Romain et Chloé. Ils ont 20 et 18 ans maintenant. » Mon cœur s'arrêta un instant. Les enfants, que je me souvenais avoir vus courir dans cette même maison, étaient maintenant de jeunes adultes venus me chercher de leur propre chef. « Tenant, ils sont seuls ?»« Oui, complètement seuls. Ils disent qu'ils veulent te parler, qu'ils attendaient d'être majeurs pour pouvoir te rendre visite sans impliquer leurs parents. » C'était le moment que nous avions anticipé pendant des années, mais que je n'aurais jamais cru voir arriver si tôt. J'ai retiré mes gants de jardinage, j'ai lissé la robe rose que je portais, et j'ai marché vers la porte d'entrée avec Adrien à mes côtés. Ils étaient nés là. Romain, maintenant âgé de 20 ans, grand et mince comme son grand-père, et Chloé, 18 ans,
avec les mêmes yeux verts que j'avais à son âge. « Grand-mère, » dit Romain, sa voix profonde et mûre. « Nous espérons que ça ne te dérange pas que nous soyons venus sans prévenir. »« Cela ne me dérangera jamais de voir mes petits-enfants, » répondis-je, sentant les larmes monter. « Entrez, s'il vous plaît. C'est toujours votre maison aussi. » Je les ai invités à s'asseoir dans le salon où tant de conversations importantes avaient eu lieu. Adrien a préparé du café pour tout le monde, se déplaçant avec la grâce discrète qu'il avait perfectionnée au cours de nos années ensemble. « Comment m'avez-vous trouvé » ai-je demandé, bien que je soupçonne la réponse. « Estelle nous a aidés » expliqua ma petite fille Chloé. « Elle nous a raconté que tu t'étais remariée et que tu étais très heureuse. Pendant des années, nous avons voulu venir, mais maman nous interdisait même de parler de toi. Et maintenant ? Maintenant, nous sommes adultes et nous pouvons prendre nos propres décisions. » Romain se pencha en avant, ses mains jointes nerveusement. « Grand-mère, nous n'avons jamais vraiment compris ce qui s'est passé entre maman et toi. Elle nous a toujours dit que tu étais devenue paranoïaque, que tu nous avais éloignés de la famille, mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à poser des questions. » Quel genre de questions ? Sur pourquoi une grand-mère qui nous aimait tant ne voulait soudainement plus nous voir. Sur pourquoi toutes les photos de toi avaient disparu de la maison. Sur pourquoi maman devenait si nerveuse chaque fois que nous mentionnions ton nom. Chloé a poursuivi l'histoire. Quand j'ai commencé l'université l'année dernière, j'ai suivi un cours de psychologie où nous avons parlé de la maltraitance des personnes âgées. Le professeur a décrit exactement le type de comportement que nous nous souvenions avoir vu à la maison avant que tu ne disparaisses de nos vies. Nous avons commencé à enquêter par nous-mêmes, a ajouté Romain. Nous avons trouvé des articles de journaux sur l'affaire judiciaire. Nous avons parlé à des voisins qui se souvenaient de ce qui s'était passé. Petit à petit, nous avons commencé à comprendre que la version de maman n'était pas toute la vérité. J'avais du mal à réaliser que ces jeunes adultes avaient mené leur propre enquête, qu'ils étaient arrivés à leurs propres conclusions sur les événements qui avaient détruit notre famille. « Et que pensez-vous maintenant » ai-je demandé doucement. « Nous pensons que notre mère a essayé de te voler ta maison et que tu as dû te défendre, » dit Chloé directement. « Nous pensons que tu as été très courageuse de te battre contre ta propre famille pour garder ta dignité. » Leurs mots m'ont touché droit au cœur. « Leurs parents savent-ils que vous êtes ici » demanda gentiment Adrien. « Non, » répondit Romain. « Et franchement, peu nous importe s'ils se fâchent. Nous avons perdu 5 ans avec notre grand-mère à cause de leur cupidité et de leur manipulation. » Nous avons passé les 3 heures suivantes à rattraper le temps perdu. Je leur ai parlé de mon mariage avec Adrien, de nos voyages, du travail bénévole que nous faisions. Ils m'ont parlé de leurs études universitaires, de leurs projets d'avenir, de leurs relations amoureuses. C'était comme retrouver des morceaux de mon cœur que je ne savais pas avoir perdus. « Grand-mère, nous pardonnes-tu de ne pas être venue plus tôt » demanda Chloé. « Il n'est à rien à pardonner, mon amour. Vous étiez mineur, vous n'aviez aucun contrôle sur la situation. Mais nous avons l'impression de t'avoir abandonné quand tu avais le plus besoin de nous. » « Au contraire, » lui ai-je dit en prenant leurs jeunes mains dans les miennes. « Vous me donnez de l'espoir. Vous me montrez que la vérité trouve toujours un moyen de sortir, que le véritable amour ne peut être détruit par la manipulation et les mensonges. » Adrien, qui avait observé toute cette réunion avec une émotion discrète, s'est approché pour servir plus de café. « Vos petits-enfants sont extraordinaires, Louise. Avoir le courage de chercher la vérité et d'agir selon leurs propres convictions à leur âge en dit long sur l'éducation que vous leur avez donnée dans leurs premières années. Pouvons-nous venir te rendre visite régulièrement » demanda Romain. Cette maison a toujours été notre endroit préféré quand nous étions petits. Nous n'avons jamais compris pourquoi nous ne pouvions soudainement plus venir. Bien sûr que vous le pouvez. Cette maison est remplie de souvenirs heureux de vous et j'adorerais créer de nouveaux souvenirs ensemble. Au cours des mois suivants, mes petits-enfants sont devenus des visiteurs réguliers. Ils venaient déjeuner le dimanche, exactement comme avant. Romain étudiait l'ingénierie comme son père.
mais avait développé une passion pour le jardinage biologique qu'il partageait avec Adrien. Chloé étudiait le travail social. Inspirée par son désir d'aider les personnes âgées confrontées à des situations comme la mienne. « Sais-tu pourquoi j'ai décidé d'étudier le travail social ?» me demanda Chloé un après-midi alors que nous préparions des biscuits dans la cuisine. « Parce que je veux m'assurer que d'autres grandes-mères n'aient pas à subir ce que tu as subi. Je veux protéger les personnes âgées de leur propre famille lorsque c'est nécessaire. » Ces paroles m'ont rempli d'une profonde fierté. Mon expérience douloureuse avait inspiré ma petite fille à consacrer sa vie à la protection des autres. C'était comme si quelque chose de beau avait poussé sur les cendres de cette trahison familiale. 1 an après le retour de mes petits-enfants dans ma vie, j'ai reçu une lettre inattendue. C'était de Rebecca. Après 6 ans de silence forcé par les ordonnances judiciaires, elle avait trouvé un moyen légal de me contacter. « Maman, » commençait la lettre, « je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé, mais je t'écris parce que Mathieu et moi divorçons et j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mes actions. Je comprends maintenant que ce que j'ai fait était mal. » La lettre continuait sur 3 pages, remplie d'excuses et d'explications sur les pressions financières, sur la peur de perdre sa maison, sur la façon dont elle avait justifié ses actions en se disant que c'était pour mon propre bien. « Je n'attends pas que tu me pardonnes, » terminait-elle. « Je voulais juste que tu saches que je regrette tout et que j'admire le courage que tu as eu pour te défendre. » Ce soir-là, Adrien et moi avons discuté de la lettre pendant des heures. « Que veux-tu faire ?» m'a-t-il demandé. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut croire que son repentir est sincère, mais une autre partie se souvient de tout ce qu'elle m'a fait subir. »« Et que dit ton cœur ?» ?»« Mon cœur dit que je suis assez heureuse maintenant pour ne pas avoir besoin de son repentir, mais aussi assez sage pour ne pas fermer complètement la porte au pardon. J'ai décidé de ne pas répondre à la lettre immédiatement. Au lieu de cela, j'ai attendu 6 mois pour voir si Rebecca continuerait à essayer de me contacter ou si ce n'était qu'un élan momentané. N'ayant reçu aucune autre lettre, j'ai su que ma décision d'attendre avait été la bonne. 1 an plus tard, au 7e anniversaire de cette réunion de famille fatidique, nous avons organisé notre propre réunion dans le jardin de la maison. Il y avait Adrien, mes 2 petits-enfants, Estelle, ma voisine, et quelques amis proches que nous nous étions faits pendant nos années de mariage. En observant toutes ces personnes qui m'aimaient et me respectaient sincèrement, j'ai réfléchi au voyage extraordinaire qu'avait été ma vie depuis cet après-midi, où Rebecca m'avait tendu l'enveloppe avec les faux documents de vente de ma maison. « À quoi penses-tu » m'a demandé Adrien en s'asseyant à côté de moi sur le même banc où nous avions eu tant de conversations importantes. Je pense à la façon dont, parfois, être abandonné peut être le plus grand cadeau que nous recevons dans la vie. Comment ça ? Parce que lorsque Rebecca m'a abandonnée émotionnellement, lorsqu'elle a essayé de me voler ma maison et ma dignité, elle m'a forcée à trouver la force que je ne savais pas que j'avais. Elle m'a forcée à me battre pour ce qui était à moi. Et dans cette lutte, je me suis retrouvée. Et tu m'as trouvée, moi, a-t-il ajouté avec un sourire. Et j'ai découvert que le véritable amour peut arriver à n'importe quel âge, que la vraie famille se définit par le respect et l'affection, pas par le sang, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Cette nuit-là, en nous préparant à dormir, j'ai regardé par la fenêtre vers le jardin, où mes roses fleurissaient plus belles que jamais. Cette maison, autrefois menacée, était maintenant le centre d'une vie pleine et heureuse. J'avais défendu non seulement mon foyer, mais mon droit de vivre avec dignité et respect. Tout avait commencé par un abandon, par la trahison de ma propre fille, mais s'était terminé par ma liberté, par un amour mûr et sincère, et par la certitude que j'avais pris toutes les bonnes décisions. Parfois, les épreuves les plus difficiles de la vie nous mènent exactement là où nous devons être.